Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, bienvenue dans cette édition du Journal de la Sieste. Dans les grands titres de cet après-midi, on verra tout ce qui change en ce 1er février. Prix de l'électricité, prix des transports, durée d'indemnisation chômage ou encore taux des livrets épargne. On fera le point aussi sur le projet de loi immigration présenté ce matin au Conseil des ministres par Gérald Darmanin. Et puis, avec une augmentation nette de la mobilisation contre la réforme des retraites hier, on parlera longuement de la stratégie abordée par les syndicats et de l'engagement des jeunes contre cette réforme. Dans ce journal aussi, des nouvelles de l'international avec une grève historique au Royaume-Uni, un attentat au Pakistan et une venue remarquée du pape au Congo. Enfin, après de nombreuses critiques négatives lors des avant-premières, la sortie en salle aujourd'hui du nouvel Astérix et Obélix sera déterminante pour l'avenir du cinéma français, déclare le réalisateur Guillaume Canet. 1er février, entrée en vigueur de plusieurs mesures gouvernementales. C'est le plus ou moins avec Léa Liagre. Bonjour Léa. Bonjour Mathéo. Alors plus ou moins, prix de l'électricité. Plus, il concernait 23 millions de personnes. Le gel du tarif réglementé prend fin. Le gouvernement choisit le bouclier tarifaire. Il limite la hausse du prix de l'électricité à 15%, sans quoi les prix s'envoleraient à plus de 99%. Le prix du gaz, lui, doit rester à son niveau actuel jusqu'au début de l'été au moins. Plus ou moins, prix des transports. Plus 5% d'augmentation au péage des principaux réseaux autoroutiers. Plus également le trajet en taxi, mais aussi en VTC. Comptez 10,20€ minimum pour une petite course en Uber. Moins de flexibilité pour les voyageurs de la SNCF qui veulent échanger leur billet de train. L'opération était gratuite jusqu'à 3 jours avant le départ. Désormais, à moins d'une semaine du voyage, elle coûtera 19€. Plus ou moins la durée du chômage. Moins, c'est la réforme de l'assurance chômage. 12 mois d'indemnisation en valent désormais 9. La durée d'indemnisation raccourcie pour tous les demandeurs d'emploi qui ouvrent des droits à partir du 1er février en France métropolitaine. Plus ou moins les taux d'intérêt des livrets épargne. Plus, l'argent épargné sur les livrets A rapportait 2%, il en rapporte désormais 3%, comme le livret de développement durable et solidaire. Pas d'impact significatif sur le pouvoir d'achat des Français, puisque la hausse du taux d'inflation dépasse celle des taux d'intérêt. Et ce mercredi, les règles anti-Covid-19 s'assouplissent. Fin de l'isolement systématique des malades, fin de l'obligation des tests de dépistage pour les cas contacts et fin des arrêts de travail dérogatoires sans jour de carence. Il faudra encore convaincre les Républicains et ça n'a pas été facile. On connaît maintenant le texte de la loi immigration voulu par Gérald Darmanin. Adrien, bonjour. Alors ce texte a été présenté ce matin au Conseil des ministres ? Oui, et la mesure phare de cette nouvelle loi immigration, c'est un titre de séjour provisoire pour les étrangers exerçant dans des métiers en tension. La priorité est donc toujours de privilégier une immigration économique, qualifiée et choisie. Loin des idéaux d'accueil et de refuge, c'est l'intérêt et l'exploitation des étrangers qui priment dans ce texte selon les associations. Le gouvernement parle, lui, d'intégration, comme pour justifier un nouvel examen de langue française nécessaire à l'octroi d'un titre de séjour pluriannuel. Il faut noter un volet répressif bien fourni dans les 27 articles du texte, une volonté de simplifier les expulsions des étrangers sous obligation de quitter le territoire, cela en réduisant le nombre de recours en justice possible et le nombre de juges pour les étudier. Trop de règles spécifiquement françaises empêchent d'expulser un criminel sur notre sol, avait déclaré le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale en décembre. Cette loi arrivera à l'Assemblée en mai, mais si rien ne change, elle sera très difficile à faire passer telle qu'elle. Elle ne remporte ni l'adhésion de la droite qui reproche au projet son volet sur la régularisation des travailleurs sans papier, ni la gauche qui dénonce une énième loi répressive, car cette loi immigration est en effet la 29e du nom depuis les années 80. Toujours dans l'actualité parlementaire, le Sénat examine aujourd'hui la loi contre l'occupation illicite des biens, dite loi anti-squat. Une série de nouvelles infractions et procédures vise à faciliter les expulsions des occupants illégaux. Un texte qui avance vers son adoption et qui fait craindre aux associations une hausse du nombre de sans-domicile en France. Des sans-domicile qui ont déjà doublé en l'espace de 10 ans selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre sorti aujourd'hui. Ce rapport fait état de 300 000 personnes sans domicile. Julie Desbiot nous fait un retour sur la question de genre au centre du rapport 2023 présenté aujourd'hui à la Maison de la Mutualité à Paris. Face au problème de logement, hommes et femmes ne sont pas égaux. Le thème de la violence conjugale représente une des grandes causes de l'exclusion sociale et donc du mal-logement en France. Chaque année, c'est plus de 210 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales et
Selon le directeur des études de la Fondation l'Abbé Pierre, c'est une femme mal logée sur 3 qui subit des violences avant ses 18 ans. Les femmes, en moyenne, voient leur niveau de vie baisser de 15%. Elles voient également leur statut résidentiel chuter. Après la séparation, elles deviennent 30% à rester propriétaires occupantes et donc elles redeviennent locataires, hébergées chez des tiers, parfois en hébergement d'urgence. Manuel Domergue rappelle également que le veuvage est la 3e grande cause du mal logement pour les femmes. Après avoir perdu son conjoint, c'est 12% des femmes qui se retrouvent en situation de pauvreté contre 4% pour les hommes. La Fondation remarque une prise de conscience de la société, près de 10 000 places d'hébergement d'urgence au logement débloqué pour ces femmes. Il faudrait cependant au moins 15 000 places supplémentaires selon les diverses associations d'aide aux femmes. Et donc on voit des situations d'hébergement mixte, souvent dans des mauvaises conditions d'hébergement, où les femmes osent peu fréquenter ces soit accueils de jour, soit des hébergements d'urgence mixtes, parce qu'elles ont peur de se retrouver confrontées à des moments de violence. Dans le rapport, on reproche au gouvernement une année blanche ou presque dans la lutte contre le mal logement. Au total, en France, ce sont encore 4,15 millions de personnes qui seraient mal logées et 2 personnes qui meurent à la rue par jour, été comme hiver. Merci Julie. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un article unique qui suscite beaucoup de tensions au sein du Sénat. La Chambre haute du Parlement avait déjà refusé la constitutionnalisation de cet alinéa le 19 octobre dernier. Ce soir, un second vote est organisé. Le basculement de seulement 17 voix de sénateurs pourrait permettre l'adoption constitutionnelle. Philippe Bas, sénateur Les Républicains et ancien collaborateur de Simone Veil, propose un amendement pour modifier la formulation jugée trop floue et convaincre ses collègues. Malgré cette initiative, Annick Billon, présidente de la délégation aux droits des femmes, parie toujours sur un rejet du texte. On revient sur les mobilisations intersyndicales qui se sont tenues hier dans toute la France contre la réforme des retraites. Léa Perron est allée interroger le syndicat CFDT. Bernard Vieux, ancien syndicat CFDT, est descendu dans la rue hier aux côtés des autres syndicats. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait eu plus de monde que le 19, une bonne mobilisation, tout s'est bien passé, disons pas d'incident particulier, voilà, sur la base sur notre opposition, 62 points par rapport à la réforme des retraites, quoi, voilà. Il a participé aux 2 grandes mobilisations contre la réforme des retraites, celles de 2010 et 2023. Il se dit satisfait de l'ampleur de la grève et de son bon déroulement. Il espère que ces mobilisations amèneront des changements dans la réforme. On mène des actions syndicales où, après, on crée un rapport de force. Après, mais là, vu l'ampleur de la mobilisation, il faut poursuivre. Et que le gouvernement, à un moment donné, ils se disent, on arrête les frais et on retire au moins la mesure de passer de 62 à 64 ans, d'annuler cette mesure. La CFDT, peu présente dans les mouvements contestataires de rue, semble toujours présente quand il s'agit de réforme des retraites. Pour cette 2e journée de mobilisation, les syndicats ne faiblissent pas et mettent en place différentes stratégies pour se faire entendre par le gouvernement. C'est Léa Perron qui nous en parle. Bonjour Léa. Bonjour. Les maîtres mots mobilisés dans la durée. Plus de 1,2 million de manifestants selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 2,8 millions d'après les estimations de la CGT pour cet acte 2. Une chose est sûre, le nombre de manifestants bat les records de ceux de 2010. Année, elle aussi, de lutte contre le relèvement de l'âge à la retraite, de départ légal à la retraite. 2 nouvelles journées de mobilisation sont déjà annoncées par l'intersyndicale les 7 et 11 février. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, s'est exprimé ce matin sur France Inter. Il rappelle la volonté de la CGT de permettre au maximum de gens de participer, justifiant ainsi l'appel à la mobilisation qui aura lieu le samedi 11 février. Le secrétaire général de la CGT se dit également favorable à des grèves reconductibles, contrairement au syndicat CFDT qui s'y oppose. Ces derniers misent leur stratégie sur une démonstration de force dans la rue pour faire flancher l'exécutif et fragiliser la possibilité d'une majorité parlementaire votant le projet de loi. Les raffineurs ont d'ores et déjà annoncé une grève de 72 heures à partir du 6 février, tandis que la CGT, Cheminots et Sudrail ont proposé une grève les 7 et 8 février avec une possibilité de reconduction dès la mi-février. Une mobilisation qui a aussi été très suivie hier par la jeunesse, avec des lycées bloqués et une présence importante des étudiants dans les manifestations. On écoute cette jeunesse, tout de même divisée, ce matin à la place Bellecour, au micro de Myriam Bouchama. On n'est pas concernés, ouais. Ouais, moi non plus. Non, on n'a pas manifesté, non. Ouais, on pouvait cours, pas. On n'a pas pu y aller. On pouvait pas trop. Oui, parce que je pense que c'était honnêtement
de mon propre opinion, je pense que la réforme est profondément injuste, que ce soit pour les femmes, pour les plus précaires. Par principe, on manifeste pour défendre les plus précaires et les personnes les plus défavorisées pour pouvoir avoir accès aux mêmes droits. Je pense qu'il y a beaucoup de mobilisation parce qu'on a l'impression que c'est le dernier truc du service public qui tient encore, parce qu'on a l'école qui ne va pas bien, l'hôpital qui ne va pas bien, les services publics, même administratifs, qui ne vont pas bien. Et que les Français sont beaucoup attachés à ça, et je pense que comme on touche aux retraites, c'est le dernier truc qui tenait à peu près debout. Moins habituel qu'en France, une grève historique au Royaume-Uni. Aujourd'hui, jusqu'à 500 000 personnes attendues dans les rues pour manifester. Les grévistes demandent en priorité une augmentation des salaires avec l'inflation qui atteint 10,5%. Le mois de janvier est aussi marqué par des hôpitaux débordés. Une situation contraire au discours que prononçait le Premier ministre Rishi Sunak le 4 janvier dernier. Il est clair que nous sommes dans une situation de défi économique très important. Nous avons besoin désormais de stabilité et d'unité, et ma plus grande priorité sera que notre parti et notre pays se rassemblent. Le gouvernement britannique en difficulté. Dimanche déjà, Rishi Sunak renvoyait le président du parti conservateur Nadhim Zahawi pour faute grave. Celui-ci n'avait pas déclaré qu'il faisait l'objet d'une enquête fiscale. Au Pakistan, le bilan de l'attentat survenu lundi dans une mosquée de la ville de Peshawar ne cesse de s'alourdir. Pour le moment, 100 corps ont été acheminés au Lady Reading Hospital, déclare le porte-parole de l'hôpital de la ville. Alors que les autorités découvrent de nouveaux corps tous les jours sous les débris, le ministre de l'Intérieur met en cause le groupe taliban TTP. Il affirme que cet attentat visait directement la police, puisque 97 morts sur la centaine découvertes sont des policiers. Au tour de Madrid d'annoncer une aide supplémentaire à l'Ukraine. Alors qu'hier, la France s'est engagée à envoyer 12 nouveaux obusiers de type Caesar, aujourd'hui, l'Espagne promet de faire parvenir 4 à 6 chars Léopard à Kiev. Une preuve que les pays européens ne suivent pas les États-Unis à la lettre. Joe Biden a fermement refusé lundi de livrer des avions de combat à l'armée ukrainienne. Alors qu'un nouveau sommet UE-Ukraine se tiendra vendredi, les Européens pourraient bel et bien s'affranchir des directives états-uniennes pour instaurer une solidarité continentale plus forte. Le pape François en visite en République démocratique du Congo. Reçu dans la capitale Kinshasa le 31 janvier par les autorités et des diplomates, le pape a surtout été acclamé par une foule venue en nombre. Au cours de cette visite, François a dénoncé les obstacles au développement du continent, notamment les nombreuses formes d'exploitation pratiquées en Afrique. On écoute ces propos traduits par nos collègues de la Voix du Vatican. Il est scandaleux de voir qu'il existe encore dans l'esprit de certains l'idée que l'Afrique est un continent à exploiter. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. L'Afrique n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que Dieu bénisse la nation congolaise tout entière. À noter que le pape entame demain la dernière étape de sa visite africaine à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Les urgences réouvrent enfin dans 2 hôpitaux privés lyonnais victimes de cyberattaques mercredi dernier. Les conséquences ont été importantes toute cette semaine. Aucune opération chirurgicale n'a pu avoir lieu pendant plusieurs jours à Jean-Mermoz et à l'hôpital de l'Est lyonnais. Les 2 hôpitaux du groupe Ramsay Santé peuvent donc reprendre aujourd'hui un service normal, même si la source de l'attaque n'a pas été trouvée. Siem est toujours portée disparue dans le Gard. Une soixantaine de proches de la jeune femme de 18 ans se retrouvent ce matin devant le palais de justice de Nîmes pour manifester dans le silence. Hier, un homme d'une quarantaine d'années et son ex-compagne ont été interpellés à Sandra et placés en garde à vue. C'est la piste privilégiée par les enquêteurs alors que les fouilles en hélicoptère de la zone de disparition n'ont rien donné. Alec Baldwin, formellement inculpé d'homicide involontaire sur un tournage. L'acteur de renom, connu pour ses rôles dans Pearl Harbor ou Mission Impossible, avait tué accidentellement la directrice de la photographie sur le tournage du film Rust en octobre 2021. La décision de la procureure du comté du Nouveau-Mexique, rendue hier, est une terrible erreur judiciaire selon l'avocat de l'acteur.
Alec Baldwin n'avait aucune raison de penser qu'une balle réelle se trouvait dans l'arme utilisée, affirme-t-il. Les plus célèbres des Gaulois sont de retour sur nos écrans et partent à la découverte de l'Empire du Milieu, la Chine. Un casting de haute voltige, une succession de sketchs tous plus farfelus les uns que les autres, avec Guillaume Canet en réalisateur et acteur principal. Alors, allez voir ou ne pas aller voir le volet inédit d'Astérix et Obélix, au Pâté Bellecour, à Lyon, les avis sont mitigés au micro de Camille Joannicotena. 65 millions d'euros pour nos Gaulois. Guillaume Canet voit les choses en grand. Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen, Audrey Lamy ou encore Zlatan Ibrahimovic sont de la partie. J'arrive de Chine, j'ai besoin de retraite. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ? Mais j'ai juste suivi le casting et l'aventure vu que ça a été tourné en région. 65 millions d'euros, après c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'ils prennent énormément de stars ou de personnalités pour jouer ces personnages. Après le succès d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, certains préfèrent laisser leur place. J'avais beaucoup aimé, le premier, celui qui a été fait par Alain Chabat, mais au vu des critiques et de ce que j'ai vu, je pense que j'irai pas le voir. Ça me semble pas intéressant. Très controversé, le film passionne les médias et anime les débats. Un casting trop ambitieux, un manque de profondeur dans le scénario, chacun y va de son point de vue. Je pense aller le voir, malgré les critiques, tout ça, parce que j'aimerais bien avoir mon avis personnel. C'est le casting qui est quand même gros, ne sert pas à grand chose, et que ça rapporte de la lourdeur au film, et j'ai vraiment des appréhensions sur ce film. Alors, la potion magique de Panoramix vous fera-t-elle autant d'effet qu'à nos Gaulois ? À vous de vous faire votre avis, partoutatis. 120 peintures rupestres datant du néolithique ont été découvertes au sud-est de la France. Des peintures vieilles de 4000 ans qui montrent des guerriers, des funérailles ainsi que des scènes de la vie quotidienne. C'est un couple à l'été 2022 qui tombe sur ces vestiges. Une découverte communiquée aujourd'hui par Claude Salicis, directeur de l'Institut méditerranéen de préhistoire et d'archéologie. C'est la fin de cette édition du Journal de la Sieste. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et merci à nos journalistes Adrien Bourges, Léa Liagre, Julie Desbiot, Camille Joannicotena, Léa Perron, Vincent Kendé, Mathéo Bonin et Myriam Bouchama de l'avoir réalisé. On se retrouve demain 15h pour une nouvelle édition et d'ici là, reposez-vous bien.